Printemps 1945. Les Pays-Bas. Un terrain de parade près de la frontière allemande. L'air est vif, chargé de l'odeur de l'herbe humide et des gaz d'échappement des jeeps au ralenti. Une formation de soldats canadiens se tient au garde-à-vous, rigides. Leurs bottes brillent comme des miroirs. Leurs boutons de laiton accrochent la faible lumière du soleil. Ils attendent la descente d'un dieu. Le maréchal Bernard Law Montgomery, le vainqueur d'El Alamein, le commandant le plus célèbre et le plus arrogant de l'Empire britannique, sort de sa voiture d'état-major. Il marche avec cette démarche arrogante et familière, les mains croisées dans le dos, son béret noir tiré bas. Il était venu remettre la Distinguished Conduct Medal, la deuxième plus haute décoration, pour bravoure, au combat, à un héros canadien. Le nom est appelé. Le soldat Léo Major. Des rangs émergent. Un homme qui ressemble davantage à un pirate qu'à un soldat de parade. Il porte un cache-œil sur l'œil gauche. Son uniforme est propre mais usé. Il s'avance vers le maréchal, non pas avec déférence, mais avec une grâce prédatrice. Montgomery sourit, tendant la main vers le coussin de velours, prêt à accrocher la médaille sur la poitrine du héros. C'est une séance photo qu'il a chorégraphiée à la perfection, mais Léo Major ne s'arrête pas à la distance réglementaire. Il n'exécute pas un salut net et impeccable. Il regarde la médaille, puis lève les yeux vers le visage du maréchal, avec son regard froid et unique. Le silence s'étire, devient gênant, puis étouffant. Puis le simple soldat prononce des mots que personne, au sein du commandement allié, n'oserait murmurer. Il dit assez fort pour que les officiers d'état-major l'entendent, que le général est incompétent. Il tourne le dos à l'Empire britannique et s'en va. Mais pour comprendre pourquoi un simple soldat risquerait le peloton d'exécution pour humilier publiquement l'homme le plus puissant de l'armée britannique, il faut regarder le sang sur les mains de Montgomery. Pour saisir tout le poids de cette insulte, il faut d'abord comprendre l'homme qui l'a proféré. Léo Major n'était pas un soldat ordinaire. Dans l'armée canadienne, on le connaissait simplement sous le nom du fantôme borgne. C'était un Canadien français, du Québec bagarreur de nature et guerrier de métier. Il avait perdu son œil gauche à cause d'une grenade au phosphore en 1944, une blessure qui aurait valu à n'importe quel autre homme un rapatriement pour raison médicale. Léo refusa. Il dit au médecin qu'il n'avait besoin que de son œil droit pour viser avec un fusil, et il retourna à son unité. Il était éclaireur-tireur d'élite et une armée à lui seul, préférant opérer seul, la nuit portant des chaussures de course plutôt que des bottes de combat pour se déplacer silencieusement à travers les ruines. De l'autre côté de cette collision se trouvait le maréchal Montgomery. Si Léo Major incarnait la réalité rugueuse et sale de la guerre, Montgomery incarnait le détachement du haut commandement. Monty était méticuleux, prudent et obsédé par sa propre image. Il voyait la guerre comme une partie d'échecs où l'on sacrifie des pions pour protéger le roi. Il nourrissait un mépris particulier pour la première armée canadienne, la traitant souvent comme une force secondaire, utile pour le sale boulot, mais indigne de la gloire. La tension entre ces deux hommes n'était pas seulement personnelle, elle était symbolique. C'était la friction entre ceux qui saignaient dans la boue et ceux qui déplacèrent des drapeaux sur une carte. Léo Major respectait la compétence et le courage par-dessus tout. Et au printemps 1945, il avait décidé que Montgomery ne possédait ni l'un ni l'autre. Mais cette haine n'était pas née de nulle part. Elle avait été forgée dans les eaux glacées d'un estuaire oublié. À l'automne 1944, le haut commandement allié était ivre de la maladie de la victoire. Les Allemands reculaient. Paris
était libéré. Montgomery éternel, homme de spectacle, avait convaincu le commandant suprême, Dwight D. Eisenhower, que la guerre pouvait être terminée d'un seul coup audacieux. Cette croyance, en une victoire rapide, mena à l'opération Market Garden, le plan ambitieux de Montgomery visant à larguer des parachutistes aux Pays-Bas, à s'emparer des ponts sur le Rhin et à marcher droit vers Berlin. C'était un pari qui exigeait chaque once de ravitaillement de carburant et d'attention que les Alliés pouvaient mobiliser. L'illusion régnant au quartier général de Montgomery était totale. Il se croyait maître du champ de bataille, architecte de la victoire. Il ignorait presque complètement les réalités, moins glamour, et autrement plus écrasantes, de la logistique. En particulier, il ignora le fait que bien que les Alliés aient capturé le gigantesque port d'Anvers en Belgique, ils ne pouvaient pas l'utiliser. Le port était inutilisable parce que les Allemands contrôlaient toujours l'estuaire de l'Escaut, ce bras d'eau, d'environ 100 kilomètres reliant le port à la mer. Montgomery balaya ce détail d'un revers de main. Son attention était fixée sur le Rhin, sur la gloire de l'assaut aéroporté. Il traita l'armée canadienne chargée de nettoyer l'Escaut comme une simple diversion. Il croyait que les forces allemandes dans la région étaient brisées et que les Canadiens pourraient les éliminer avec les miettes de ravitaillement restantes après Market Garden. Montgomery se croyait intouchable, mais il avait oublié une chose essentielle dans les tranchées. Le respect se gagne, il ne se décrète pas. La réalité sur le terrain était un cauchemar mathématique qui pulvérisa ses illusions de victoire rapide, tandis que Montgomery détournait les ressources vers son projet favori à Arnhem, la première armée canadienne commandée par le général Harry Crerar se retrouvait face à une forteresse sans clé. Les données de l'estuaire de l'Escaut dressent le tableau d'une négligence délibérée. Les Allemands avaient fortifié les rives avec 80 000 hommes de la 15e armée des troupes que Montgomery avait laissé s'échapper plus tôt dans la campagne. Ils s'étaient retranchés dans les digues et avaient inondé les terres basses. Le général Crerar suppliait pour obtenir des moyens. Il avait besoin d'obus d'artillerie. Il avait besoin de véhicules amphibies, les Buffalo, pour progresser dans ce terrain inondé. Il avait besoin d'un appui aérien. Mais les journaux logistiques montrent que 80% de la capacité de transport était détournée vers le 21e groupe d'armée de Montgomery pour Market Garden. Les Canadiens reçurent l'ordre d'attaquer des bunkers en béton, à travers des étendues d'eau à découvert, avec des munitions de plus en plus rares. Le 2 octobre 1944, l'offensive commença. Ce ne fut pas une bataille. Ce fut une noyade au ralenti. Les Canadiens combattaient dans une boue glacée jusqu'à la taille. Les chars s'enfonçaient instantanément. Le terrain était si plat que les observateurs d'artillerie allemands pouvaient repérer chaque mouvement à des kilomètres. Pendant que le monde regardait les spectaculaires largages de parachutistes à Arnhem, les Canadiens livraient une guerre d'usure digne de la Première Guerre mondiale dans la boue, oubliés par la presse et affamés de moyens par leur propre maréchal. Pendant que Montgomery poursuivait la gloire à Arnhem, les Canadiens étaient abandonnés à la noyade dans la boue de l'Escaut. La bataille de l'Escaut devint le Passchendaele de la Seconde Guerre mondiale, un broyeur qui dévora des hommes pendant 5 semaines d'agonie. Les chiffres des pertes causées par la négligence stratégique de Montgomery sont d'une précision écœurante. Du 2 octobre au 8 novembre 1944, la première armée canadienne subit 6 350 pertes. Pour mettre ce chiffre en perspective, cela équivaut à peu près aux pertes du jour J, mais étalées sur un mois de misère froide et humide. Les pertes alliées totales, incluant les unités britanniques et polonaises rattachées aux Canadiens, atteignirent 12 873 hommes.
Léo-major était là. Il vit les corps de ses amis flotter dans l'eau saumâtre. Il vit des hommes déchiquetés par des mines qui ne pouvaient pas être neutralisées parce que les sapeurs manquaient d'équipement. Il vit les véhicules amphibies Buffalo se faire éventrer par les canons allemands de 80 mm, faute de couverture aérienne. Chaque mort renforçait une vérité brûlante et unique dans l'esprit de Léo. Ces hommes ne mouraient non pas parce que l'ennemi était meilleur. Ils mouraient parce que leur commandant suprême, le maréchal Montgomery, s'en moquait. Montgomery était prêt à échanger des vies canadiennes contre du temps. Il était prêt à sacrifier une armée entière pour dissimuler l'erreur stratégique de ne pas avoir ouvert le port plus tôt. Léo-major regardait ses amis mourir pour un général qui ne connaissait même pas leur nom. C'est dans ce creuset d'incompétence que Léo-major décida de montrer à quoi ressemblait un vrai soldat. Il n'avait pas besoin d'une grande stratégie. Il n'avait besoin que de son fusil et de son cache-œil. Dans la nuit du 30 octobre 1944, pendant la bataille de l'Escaut, Léo-major se porta volontaire pour une mission de reconnaissance. Il était seul. La température frôlait le point de congélation. Il repéra une patrouille allemande. Au lieu de se replier, il attaqua. Les chiffres de cette seule nuit sont difficiles à croire, mais ils sont consignés dans les journaux de guerre du régiment. Léo-major captura l'officier commandant allemand. Il utilisa ensuite cet officier comme appât pour forcer la reddition de toute la garnison. Seul armé d'une mitraillette, Sten et d'un sac de grenades, Léo-major ramena 93 soldats allemands derrière les lignes canadiennes. Il avait capturé à lui seul une compagnie entière. Un exploit d'audace qui aurait dû lui valoir la Victoria Cross. L'armée se contenta de le proposer pour la Distinguished Conduct Medal DCM. C'était une reconnaissance de sa compétence, la preuve qu'un homme compétent dans l'obscurité valait plus qu'un millier d'officiers d'état-major en pleine lumière. Il avait accompli l'impossible, mais lorsqu'il apprit qu'il devait accrocher la médaille sur sa poitrine, la victoire se transforma en cendres. Nous revenons sur le terrain de parade. Le vent fouette les drapeaux. Le moment est arrivé. Le maréchal Montgomery se tient devant Léo-major, tenant dans ses mains le petit coussin de velours portant la Distinguished Conduct Medal. Le protocole est strict, avancer, s'arrêter, saluer, recevoir. La médaille, serrer la main, saluer, reculer. Chaque soldat en connaît le rythme. Montgomery fait un pas en avant, le visage figé dans une expression étudiée d'autorité bienveillante. Il tend la main. Léo-major ne porte pas la main à son front. Il fixe le maréchal de son seul œil valide, un regard chargé du poids des 6350 hommes perdus dans l'Escaut. Le silence est total. On entend le claquement des toiles de tente dans le vent. Léo parle. Il ne crie pas. Il énonce un fait. Il dit à Montgomery qu'il est incompétent. Il dit au maréchal qu'il est responsable de la mort de ses amis. Il déclare clairement et distinctement « Je ne laisserai pas un homme comme vous m'accrocher une médaille. » C'est une gifle verbale, assénée devant tout l'état-major. Léo pivote sur ses talons. Il s'éloigne du commandant du 21e groupe d'armée, laissant Montgomery immobile, tenant un morceau de métal, soudain devenu sans valeur. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quel barrage d'artillerie. La réaction sur le terrain de parade fut un mélange de paralysie et de terreur. Dans l'armée britannique, un tel acte d'insubordination aurait presque certainement conduit à une cour martiale, à la prison, voire à un peloton d'exécution. Les officiers d'état-major se regardèrent, attendant que la police militaire arrête le simple soldat. Mais Montgomery ne fit rien.
Il resta là le visage crispé figé dans un masque de rage glaciale. Il savait qu'il ne pouvait pas arrêter Léo Major. On n'arrête pas une légende. Léo était le soldat le plus célèbre de l'armée canadienne. L'arrêter aurait provoqué une mutinerie. Cela aurait attiré l'attention sur précisément ce contre quoi Léo protestait, le désastre de l'ESCO. Alors, Montgomery ravala l'insulte. Il se retourna et regagna sa voiture. La cérémonie fut expédiée. La médaille fut remise dans son écrin. Dans les baraquements, l'histoire ne se contenta pas de circuler, elle explosa. Les soldats applaudirent. Pendant des années, ils avaient maugréé en privé contre l'ego de Montgomery. Léo Major venait de le lui dire en face. Montgomery s'éloigna, mais l'histoire se répandait déjà, comme une traînée de poudre dans les rangs. Pourquoi Léo Major avait-il agi ainsi? Ce n'était pas seulement de la colère. C'était l'affrontement de deux philosophies de la guerre diamétralement opposées. D'un côté, il y avait le général politicien Montgomery. Il menait les guerres et avec des cartes, des tableaux logistiques et des conférences de presse. Il était prudent à l'excès, refusant d'avancer sans une supériorité écrasante, un style que le général George Patton tournait ouvertement en dérision. Patton, qui méprisait Montgomery, rêvait souvent de l'humilier. Il croyait au commandement depuis l'avant, à la vitesse, à la violence de l'action. Léo Major était le soldat des soldats. Il incarnait cette philosophie pattonienne, même s'il servait sous le drapeau britannique. Il faisait la guerre avec de la terre sous les ongles. Il savait que dans le chaos du combat, la compétence sauve des vies et que l'ego tue des hommes. Quand Léo regardait Montgomery, il ne voyait pas un officier supérieur. Il voyait un bureaucrate qui avait gaspillé la vie de ses hommes pour s'acheter du temps. Le refus n'était pas un manque de respect envers la médaille, c'était un acte de loyauté envers les morts. Léo Major s'était privé de l'honneur pour préserver son intégrité. Patton combattait l'ennemi. Montgomery combattait pour les gros titres. Et Léo Major connaissait la différence. La conséquence immédiate de ce refus ne fut pas une punition, mais une élévation. Léo Major devint intouchable. Les officiers savaient qu'ils ne pouvaient pas le sanctionner, alors ils décidèrent de le lâcher. Il continua à se battre avec un mépris total pour sa propre sécurité. Alimenté par son dédain du haut commandement, le fantôme borgne devint un talisman pour les troupes canadiennes. Elle savait que pendant que Montgomery était assis dans sa caravane, à boire du thé et à regarder des cartes, Léo Major lui était dehors, dans l'obscurité, en chaussures de course, en train de leur ouvrir la voie. Le refus de la médaille cristallisa la fracture entre le commandement britannique et les troupes canadiennes. Il renforça une identité nationale distincte chez les Canadiens, le sentiment qu'ils n'étaient non pas de simples sujets coloniaux de l'Empire britannique, mais une force à part, plus dure au combat, qui n'avait pas besoin de l'approbation britannique pour être efficace. Mais Léo Major n'avait pas fini de prouver qu'il n'avait pas besoin d'un général pour gagner une guerre. La consécration ultime de Léo Major arriva quelques mois plus tard, en avril 1945, dans la ville néerlandaise de Zwolle. La ville était occupée par une forte garnison allemande. Le général commandant prévoyait de la réduire en ruine par un bombardement, avant d'avancer une tactique classique lourde et maladroite à la Montgomery qui aurait tué des milliers de civils. Léo Major fut envoyé en reconnaissance. Il décida que le plan du général était stupide. Il décida de libérer la ville lui-même. Seul, après la mort de son compagnon, Léo Major courut pendant des heures dans les rues de Zwolle. Il tira à la mitrailleuse, lança des grenades et captura des patrouilles allemandes qu'il renvoya vers ses lignes. Il sema un tel chaos courant d'une rue à l'autre que le commandant allemand fut convaincu qu'il faisait face à l'attaque d'un important régiment canadien.
À l'aube, les Allemands avaient fui. Léo-Major avait libéré à lui seul une ville de 50 000 habitants. Il sauva la ville de la destruction. Ce fut un exploit de génie tactique et d'endurance brute qu'aucun comité de planification n'aurait pu concevoir. Il libéra une ville sans perdre un seul soldat, un exploit que Montgomery ne pourrait jamais revendiquer. Léo-Major reçut finalement sa Distinguished Conduct Medal, mais pas des mains de Montgomery. Il la reçut plus tard discrètement et obtint même une seconde barrette pour ses actions durant la guerre de Corée, devenant ainsi le seul Canadien décoré 2 fois de la DCM dans 2 guerres différentes. Mais la médaille qu'il refusa reste le symbole le plus puissant de son héritage. L'histoire se souvient des généraux Eisenhower, Patton, Montgomery. Elle se souvient des flèches tracées sur les cartes. Mais l'histoire du tireur, d'élite borgne, qui tourna le dos à un maréchal, nous rappelle que le véritable coût de ces flèches est payé par les hommes sur le terrain. Sur ce terrain de parade en 1945, Léo-Major ne refusa pas seulement un morceau de métal. Il rendit leur dignité aux 6350 hommes morts dans la boue de l'Escaut. Il prouva que le grade est attribué, mais que l'honneur se mérite, et que parfois l'acte le plus courageux qu'un soldat puisse accomplir n'est pas de tirer, mais d'oser dire la vérité.